Bienvenue sur. Il existe un mot qu'aucun président américain n'a jamais utilisé à propos d'un pays avec lequel il est en guerre. Pas pendant le Vietnam, pas pendant la Corée, pas pendant la guerre du Golfe, pas pendant l'invasion de l'Irak. Ce mot, c'est SOS. Il signifie « sauver nos âmes ». Il signifie que quelqu'un est en train de se noyer. Il signifie que la situation a dépassé le point où une communication normale suffit et que seul un signal d'urgence peut encore faire l'affaire. Donald Trump a utilisé ce mot mardi soir à propos de l'Iran. Il a écrit textuellement sur Truth Social « L'Iran s'effondre financièrement ». Ils veulent que le détroit d'Ormuz soit rouvert immédiatement. Ils manquent désespérément d'argent. Ils perdent 500 millions de dollars par jour. Les militaires et la police se plaignent de ne pas être payés. SOS, avec 3 points d'exclamation. Seul Trump pouvait transformer un signal de détresse en slogan de campagne et faire encore comme si la ponctuation était une stratégie. Et voici ce qui fait de cette publication sur les réseaux sociaux la plus extraordinaire de toute cette guerre de 54 jours. Trump ne demandait pas de l'aide. Il décrivait l'Iran comme celui qui envoyait ce signal. La force militaire la plus puissante de l'histoire humaine venait de publier un signal de détresse en 3 lettres au nom du pays qu'elle bloque et bombarde depuis 54 jours. Dans la doctrine de communication trumpienne, la diplomatie commence apparemment lorsque le mégaphone est à court d'adjectifs. C'est soit l'opération de guerre psychologique la plus calculée jamais déployée par un président américain en exercice, soit une véritable divulgation de renseignements indiquant que le gouvernement iranien est plus proche de l'effondrement financier que ce que n'importe quel analyste public avait estimé jusque-là. Dans les heures qui ont suivi cette publication, l'Iran a attaqué 3 navires dans le détroit d'Ormuz, en a saisi 2, et a fait remonter le pétrole au-dessus de $100 le baril. C'est l'histoire de ces heures, de ces navires, et de ce que signifie réellement ce SOS. La chronologie du 22 avril doit être comprise avec précision, parce que le moment choisi est le cœur de l'histoire. Trump a annoncé la prolongation du cessez-le-feu vers 6h, heure de l'Est, le mardi 20 et 1 avril. Il a déclaré que cette prolongation avait été demandée par le Pakistan, que le gouvernement iranien était sérieusement fracturé et que le cessez-le-feu durerait jusqu'à ce que l'Iran présente une proposition unifiée. Il a maintenu le blocus naval dans son intégralité. Le cessez-le-feu est donc arrivé avec un blocus, ce qui est une façon très trumpienne de dire paix, mais seulement après avoir vérifié les petits caractères à la recherche d'explosifs. Puis, dans une série de publications sur Truth Social tard mardi soir, il a publié le message SOS, et une deuxième publication qui révélait quelque chose d'encore plus important que le signal de détresse lui-même. Il a écrit que l'Iran ne veut pas réellement que le détroit d'Ormuz soit fermé. L'Iran veut qu'il soit ouvert pour pouvoir gagner 500 millions de dollars par jour, ce qui correspond donc à ce qu'il perd s'il reste fermé. Il a dit que l'Iran prétend seulement vouloir le garder fermé parce qu'il l'a totalement bloqué et qu'ils veulent simplement sauver la face. Puis il a révélé un détail de renseignement qui semblait enfoui dans le 3e paragraphe de sa publication, mais qui mériterait d'être le titre principal de tous les médias qui couvrent cette guerre. Il a écrit que des gens l'avaient approché 4 jours plus tôt en disant « Monsieur, l'Iran veut rouvrir le détroit immédiatement ». Le mot « monsieur » revient si souvent dans les histoires de Trump qu'il ressemble moins à une citation qu'à une exigence de marque. 4 jours avant le 22 avril, c'est le 18 avril. C'est le même jour où l'Iran a refermé le détroit après sa brève réouverture du 17 avril. Le même jour où l'Iran a tiré sur des navires indiens, le même jour où le message public de l'Iran était le plus défiant. La position publique de l'Iran et le message privé envoyé à Trump le même jour étaient exactement opposés. L'Iran disait au monde que le détroit ne rouvrirait jamais tout en disant simultanément à Trump, par l'intermédiaire d'intermédiaires, que l'Iran voulait qu'il soit rouvert immédiatement. SOS n'est pas l'évaluation de Trump sur la situation de l'Iran. C'est apparemment le propre mot de l'Iran pour décrire sa situation, communiqué par des canaux confidentiels et que Trump a maintenant rendu public. Les canaux confidentiels sont généralement discrets pour une raison, mais la discrétion n'a jamais été le système d'exploitation du monde trumpien. Puis est arrivé le matin du 22 avril. À 8h38, heure de Londres, le United Kingdom Maritime Trade Operations Centre a signalé qu'un navire faisait l'objet de tirs à environ 8000 marins au large des côtes iraniennes. Le UKMTO a averti d'un niveau élevé d'activité dans la zone du détroit d'Ormuz. Ce qui a suivi au cours des heures suivantes a été l'opération maritime iranienne la plus agressive depuis le début de la guerre.
Une canonnière iranienne s'est approchée du cargo grec Apamandas dans le détroit d'Ormuz. L'Iran avait auparavant donné à l'Apamandas l'autorisation de traverser le détroit. Cette autorisation a été révoquée sans préavis. La canonnière a attaqué l'Apamandas avec des tirs et des grenades propulsées par roquettes. Des grenades propulsées par roquettes, pas des tirs d'avertissement, pas des fusées éclairantes. Des RPG visant le pont d'un cargo commercial qui avait été autorisé à transiter. L'attaque a causé d'importants dommages au pont. Le ministère grec de la marine marchande a ensuite contesté que l'Apamandas ait été officiellement capturé, mais a confirmé que le navire avait subi des dommages importants. Au même moment, le MSC Francesca, un porte-conteneur que le corps des gardiens de la révolution islamique iranien a décrit comme lié à Israël, a été pris pour cible au large des côtes iraniennes, a reçu l'ordre de jeter l'ancre et a subi des dommages à sa coque ainsi qu'à ses installations d'habitation. Les forces navales iraniennes sont ensuite montées à bord des deux navires et les ont saisis, les dirigeant vers les côtes iraniennes. Selon les déclarations du corps des gardiens de la révolution islamique, un troisième navire, l'Euphoria, a également été ciblé, les médias iraniens rapportant qu'il s'est échoué sur la côte iranienne avant de reprendre plus tard sa route sans dommages. 3 navires attaqués, 2 officiellement saisis, des RPG tirés sur un navire qui avait reçu une autorisation iranienne préalable de traversée. La justification officielle donnée par le corps des gardiens de la révolution islamique pour ces saisies mérite d'être examinée, parce qu'elle révèle l'architecture juridique précise que l'Iran utilise pour affirmer son contrôle sur Ormuz, au-delà d'une simple fermeture militaire. Le corps des gardiens de la révolution islamique a affirmé que l'Apamandas manipulait des systèmes de navigation et mettait en danger la sécurité maritime. Le MSC Francesca a été retenu pour avoir opéré sans l'autorisation requise et pour avoir manipulé des systèmes de navigation. Ce ne sont pas les justifications d'une organisation qui ferme un détroit par la force. Ce sont les justifications d'une organisation qui a établi un régime réglementaire sur une voie navigable internationale et qui applique maintenant ce régime contre les navires qu'elle juge non conformes. L'Iran ne revendique pas le droit de fermer Ormuz à tout le trafic. L'Iran revendique le droit de réglementer, d'autoriser et de contrôler le trafic à travers Ormuz selon ses propres règles, la saisie servant de mécanisme d'application contre les navires qui ne respectent pas ces exigences d'autorisation. C'est l'architecture juridique de la souveraineté iranienne sur Ormuz. C'était l'une des demandes centrales que l'Iran avait apportées au pourparlers d'Islamabad et que les États-Unis ont dit qu'ils n'accepteraient jamais. Le MSC Francesca et l'Apamandas ne sont pas seulement 2 navires saisis. Ils sont la démonstration par l'Iran de son intention d'appliquer son autorité réglementaire revendiquée sur Ormuz, peu importe ce que dise un accord de cessez-le-feu, une déclaration de blocus ou une publication sur Truth Social. Une publication sur Truth Social peut faire bouger les chaînes d'information, mais apparemment, elle ne délivre pas d'autorisation maritime dans le Golfe Persique. La deuxième publication de Trump mardi soir explique involontairement pourquoi l'Iran agit ainsi, même alors que, selon les renseignements de Trump, il supplie en privé de rouvrir le détroit. Il a écrit « Si nous levons le blocus, il ne pourra jamais y avoir d'accord avec l'Iran, à moins que nous ne fassions exploser le reste de leur pays, y compris leurs dirigeants. » C'est le genre de phrase qui pousse les diplomates à chercher de l'aspirine et les fidèles de Trump à chercher un modèle graphique. C'est Trump qui énonce sa propre ligne rouge. Si le blocus est levé sans accord, l'Iran gagne en rétablissant ses revenus pétroliers sans faire de concessions nucléaires. Et les États-Unis n'ont plus aucun levier. L'Iran comprend cette logique aussi bien que Trump. La saisie de navires par l'Iran pendant un cessez-le-feu n'est pas irrationnelle. C'est l'image inversée de la logique du blocus de Trump. Si l'Iran permet aux navires de transiter librement pendant le cessez-le-feu sans que le blocus soit levé, la prolongation du cessez-le-feu devient un mécanisme qui rétablit une partie de l'approvisionnement mondial en pétrole, pendant que l'Iran continue de perdre 500 millions de dollars par jour. L'agression maritime de l'Iran pendant le cessez-le-feu vise à empêcher ce résultat. En saisissant des navires, l'Iran maintient sa revendication réglementaire sur le détroit, démontre que le cessez-le-feu n'a pas réglé le différend fondamental et veille à ce que les prix du pétrole restent élevés, parce que les compagnies maritimes ne peuvent pas faire confiance au détroit, peu importe ce que dit n'importe quelle annonce de cessez-le-feu. C'est exactement ce que l'analyste en énergie Bob Macken, président de Rapidan Energy, avait prédit lorsqu'il a dit que l'Iran était prêt à manger de l'herbe pendant 6 mois pour garder son emprise sur cette veine jugulaire du commerce mondial. Il a dit que l'Iran croit qu'il finira par survivre à ce conflit avec une forme de contrôle
sur le détroit d'Ormuz. Les saisies de navires du 22 avril sont cette stratégie en action. Chaque jour où le blocus se poursuit, l'Iran perd 500 millions de dollars. Mais chaque fois que l'Iran saisit un navire, le pétrole monte et la pression mondiale sur les États-Unis pour parvenir à un accord augmente. Le calcul de l'Iran est que la douleur économique du blocus peut être supportée pendant une période limitée si le résultat stratégique est une autorité réglementaire iranienne permanente sur Hormuz qui donne à Téhéran un levier permanent sur les prix mondiaux du pétrole. C'est la partie que le message trumpien a tendance à écraser en slogan, parce qu'un tableur ne rentre pas bien sous 3 points d'exclamation. La métaphore de Machen sur le fait de manger de l'herbe est brutale, mais exacte. L'Iran absorbe des pertes quotidiennes d'un demi-milliard de dollars en échange d'une position stratégique qui, si elle est obtenue, lui donnerait une arme économique plus puissante que tout son levier nucléaire précédent. Le Brent a clôturé mercredi à 101, 91 $ le baril, en hausse de plus de 3%, effaçant les gains que la réouverture d'Ormuz vendredi avait brièvement produits et ajoutant un autre élément à la séquence économique catastrophique de cette guerre. Le pétrole américain s'est établi à 86 $. Le pétrolier iranien Atlantis II a traversé le détroit en défi apparent au blocus américain, ce qui laisse penser que les propres navires de l'Iran continuent de circuler, tandis que les navires commerciaux d'autres pays restent exposés. Seulement 8 navires au total ont transité par le détroit mercredi, dont 3 pétroliers, une fraction des 135 transits quotidiens qui constituaient la normale avant la guerre. Le président du Parlement, Ghalibaf, a déclaré clairement que la réouverture du détroit d'Ormuz est impossible tant que le blocus américain est en place. Ce n'est pas une position de négociation. C'est la condition constitutionnelle de l'Iran. Le blocus et la fermeture d'Ormuz sont liés, et l'un ne peut pas prendre fin sans que l'autre prenne fin simultanément. La Chine est entrée dans le tableau mercredi avec un langage qui signale l'inquiétude de Pékin quant à la direction que prend cette trajectoire. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a déclaré que la situation régionale actuelle se trouve à un tournant critique, dans une transition entre la guerre et la paix, et que la priorité absolue demeure d'empêcher une reprise des hostilités. La Chine a été le partenaire économique le plus important de l'Iran tout au long de cette guerre. Les navires chinois figuraient parmi les rares que l'Iran a autorisés à passer par Hormuz sous autorisation spéciale. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a qualifié le blocus de contraire aux intérêts du monde et a exhorté l'Iran à rétablir un passage normal. Le fait que la Chine décrive maintenant publiquement la situation comme un tournant critique entre la guerre et la paix, plutôt que comme une situation sous contrôle, reflète l'évaluation de Pékin selon laquelle les saisies de navires de mercredi ont réellement déstabilisé l'équilibre fragile que la prolongation du cessez-le-feu était censée créer. Des responsables de Trump ont déclaré à ABC News que l'Iran avait reçu de 3 à 5 jours pour s'engager dans des négociations et résoudre ce que les États-Unis ont décrit comme des dissensions présumées au sein du gouvernement iranien avant que les États-Unis ne reprennent les attaques. 3 à 5 jours à partir du 22 avril, cela mène du 25 au 27 avril. Dans la gestion de crise à l'ère Trump, une date limite se comporte souvent moins comme une ligne dans le sable que comme un accessoire de scène mobile. C'est la nouvelle échéance qui a remplacé l'échéance expirée de mercredi, qui avait remplacé l'échéance initiale de mardi, qui avait remplacé l'échéance initiale du cessez-le-feu de 2 semaines. Chaque échéance est passée sans accord. Chacune a été remplacée par une nouvelle échéance construite selon la même structure. Négociée maintenant ou faite face à une reprise des bombardements, avec le Pakistan, fournissant une couverture à la prolongation par des demandes formelles de médiation. Le schéma s'est maintenant répété 4 fois. Que la 5e itération produise un résultat différent dépend de la question de savoir si la communication par canal confidentiel décrite par Trump, dans laquelle des Iraniens lui auraient dit 4 jours plus tôt qu'ils voulaient rouvrir Hormuz immédiatement, reflète un véritable consensus interne iranien capable de produire une proposition unifiée dans la nouvelle fenêtre de 3 à 5 jours, ou si cette communication provenait d'une faction du gouvernement iranien qui ne contrôle pas les canonnières ayant tiré des RPG sur l'Apamandas le matin, suivant l'annonce de la prolongation du cessez-le-feu. Le SOS publié par Trump est réel, quelle que soit la manière dont on interprète son objectif. Que Trump l'ait écrit comme une opération de guerre psychologique, visant à humilier publiquement l'Iran,
ou comme une véritable divulgation de renseignements sur la détresse financière interne de l'Iran, ou comme un message aux électeurs américains affirmant que le blocus fonctionne, ou comme un signal aux pragmatiques iraniens indiquant que les États-Unis savent que l'Iran a besoin d'un accord autant que les États-Unis. La méthode Trump est toujours assez flexible pour présenter la même publication comme du renseignement, de la pression, du branding et un tour d'honneur avant le déjeuner. La réalité économique sous-jacente qu'il décrit a été vérifiée par de multiples sources tout au long de cette guerre. Les revenus pétroliers de l'Iran sont effectivement bloqués. Le stockage de l'île de Karg se remplit. La monnaie iranienne est en déclin hyperinflationniste depuis avant le début de la guerre. Des informations sur des forces de sécurité non payées sont apparues dans les médias d'exil et les canaux d'opposition, que le gouvernement iranien conteste, mais ne peut pas totalement réfuter. Un gouvernement qui perd un demi-milliard de dollars chaque jour, tout en étant simultanément empêché par un blocus d'importer les biens dont il a besoin pour soutenir sa population, est un gouvernement soumis à une pression financière existentielle, peu importe combien de navires ses canonnières saisissent ou combien de RPG ses forces navales tirent sur les structures de ponts de cargo ayant reçu une autorisation préalable de passage. 54 jours après que cette guerre a commencé avec l'assassinat d'un guide suprême et le lancement de la campagne de bombardement la plus intensive que le Moyen-Orient ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale, un cargo grec qui avait été autorisé à traverser le détroit d'Ormuz se trouve quelque part au large de la côte iranienne, avec d'importants dommages causés par des RPG à son pont. Un porte-conteneurs MSC présenté comme lié à Israël est détenu par l'Iran sur une côte iranienne. Le pétrole est de nouveau au-dessus de $100 le baril. Trump a publié SOS à propos de l'Iran sur les réseaux sociaux à minuit. Le président du Parlement iranien dit qu'Ormuz ne pourra jamais rouvrir tant que le blocus existe. La Chine dit que la région se trouve à un tournant critique. Et quelque part entre le message privé que des gens ont apporté à Trump 4 jours plus tôt, affirmant que l'Iran veut ouvrir Ormuz immédiatement, et les RPG que les canonnières du corps des gardiens de la révolution islamique ont tiré ce matin sur un navire qui avait l'autorisation iranienne de traverser, la phase finale de cette guerre est en train de se décider. C'est une forme de théâtre sinistre lorsque la publication la plus bruyante n'est pas la chose la plus explosive dans la pièce. Ce que le gouvernement iranien produit ou ne parvient pas à produire dans cette fenêtre déterminera si cette guerre se termine par un cadre négocié ou si les États-Unis reprennent le bombardement d'un pays qui, selon les propres renseignements de Trump, envoie déjà un signal de détresse. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.